Ma sœur a fait en sorte que ses amis me frappent, puis elle a menti droit dans les yeux de notre père. Quand j'ai enfin décidé d'en parler, il a poussé un léger soupir avant de dire « Ta sœur t'aime, elle ne ferait jamais une chose pareille. » Hier, pourtant, elle l'a accusé de maltraitance. Et maintenant, c'est lui qui a des ennuis avec la justice. En grandissant, il n'y avait qu'une seule règle à la maison. Ne jamais frapper une fille. Une règle que je n'ai jamais eu de mal à respecter jusqu'à mes 12 ans. Ma grande sœur me malmenait régulièrement. Une fois, j'avais fait un cauchemar horrible et la porte de la chambre de mes parents était fermée à clé. Alors je me suis couché devant celle de ma sœur. Juste savoir qu'elle était proche me rassurait. Malheureusement, elle s'est réveillée avant moi et m'a violemment frappé. J'ai fini par aller à l'école couvert de bleu. Et tout ça, simplement parce que je dormais devant sa porte. À mes 12 ans, j'ai commencé à en avoir assez. Un soir, je suis tombé dans l'escalier. Le bruit l'a réveillée. Au lieu de m'aider, elle a descendu les marches en trombe et m'a donné un coup derrière les jambes. Mais cette fois, j'étais prêt. Je lui ai attrapé la jambe et je l'ai pincée de toutes mes forces. Sauf que ce petit geste de revanche n'a pas du tout eu l'effet que j'espérais. En réalité, je me suis senti encore plus mal. J'ai fini en larmes, honteux d'être un si mauvais frère, et je l'ai laissé me frapper de nouveau, encore plus fort. Et mes parents, je les aimais. Mais je sais qu'ils voyaient mes blessures. Ils entendaient mes pleurs à travers les murs. Et pourtant, ils ne faisaient de rien, trop passifs. Et dans leur esprit, ce n'était pas si grave, parce que c'était une fille qui frappait un garçon. C'était l'inverse qui les aurait choqués. Et puis, en public, elle jouait parfaitement le rôle de la sœur bienveillante. Quand on traversait la rue, elle me stoppait doucement d'un bras pour que je ne traverse pas trop vite. Elle courait en avant pour tenir les portes, pour nous, pour les inconnus. C'était écœurant. Mais quelque chose de positif est quand même sorti de tout ça. Mes muscles. Toute cette rancune, je l'ai transformée en énergie à la salle de sport. À 16 ans, j'étais dans l'équipe première de football et sacrément costaud. Ma sœur était en classe au-dessus de moi. Donc, j'entendais souvent les rumeurs de son année. Elle avait arrêté de me frapper parce que j'étais devenu trop fort. Et tout ce que je voulais, c'était avoir une relation normale avec elle. Alors, quand j'ai appris qu'elle sortait avec Malik, un gars un peu prétentieux de sa classe, j'ai commencé à garder un œil sur lui. Au début, il avait l'air sympa, mais ils ont toujours l'air sympa au début. 3 semaines à peine après le début de leur relation, il l'a trompée avec sa meilleure amie. J'étais dans la même pièce qu'elle quand elle a découvert la vidéo que Malik avait envoyée sur Snapchat, une vidéo explicite avec son ami. Elle s'est effondrée en larmes, pendant que moi, je traçais sa localisation sur SnapMap. Elle a confirmé que c'était bien son adresse et m'a demandé si elle pouvait venir voir. J'ai souri. Ce type était mince comme une allumette. Je savais que ça n'allait pas bien finir pour lui. Quand on est arrivé, elle a frappé à la porte. Pas question que Malik ouvre en me voyant. Dès que sa soi-disant amie a ouvert, j'ai forcé le passage. Malik était appuyé contre le mur du couloir. J'avais pas envie d'aller en prison, alors je me suis contenté de le frapper jusqu'à ce qu'il crie enfin « Vanessa est ma reine !» C'est le prénom de ma sœur, et on est reparti. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai failli avoir un accident parce que Vanessa passait la vidéo en boucle et que je riais aux éclats. À ce moment-là, je me suis dit « Ça y est, notre lien est réparé. » Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'en réalité, la seule chose qu'elle a réparée, c'est sa relation avec Malik. Une semaine plus tard, ils étaient de nouveau ensemble. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait dans la tête, elle m'a répondu que tout le monde mérite une seconde chance et qu'elle voulait rendre jalouse son ex-meilleure amie. Je lui ai dit que s'il recommençait, je ne m'en mêlerais plus. Elle a boudé toute la soirée. Tant pis. 2 jours plus tard, nos parents étaient sortis. J'ai entendu frapper à la porte. C'était Vanessa. J'ai ouvert et 2 types que je ne connaissais pas se sont jetés sur moi. Mon visage s'est couvert de sang. Ils se sont arrêtés seulement quand ils ont entendu une voiture dans l'allée. Mon père. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» a crié Vanessa en courant, comme si elle n'avait rien à voir là-dedans. Mon père est devenu livide. J'ai fini à l'hôpital avec une commotion cérébrale, une côte fracturée et une épaule déboîtée. Dès qu'elle est partie aux toilettes, j'ai raconté toute l'histoire à mon père. « Fiston, ta sœur ne ferait jamais ça. Elle t'aime. Papa, s'il te plaît. Elle me frappe depuis qu'on est petit. Tous ces bleus, c'est elle. » Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne voulais même pas qu'elle soit punie. Je voulais juste qu'il me croie. Mais au lieu de ça, il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit de me reposer. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé avec mon oncle assis à côté de moi. Après le « comment tu te sens ?» Il s'est penché vers moi et m'a murmuré « Ton père te croit. On te croit tous. » J'étais sidéré. Apparemment, ce qui s'était passé avait déclenché une vraie discussion sur tout ce que j'avais subi. Et mon père était enfin prêt à remettre en question sa fameuse règle de ne jamais frapper une femme. Madame Patel, la travailleuse sociale, m'a conduit jusqu'au salon. Son visage était impassible alors qu'elle ouvrait une grande chemise cartonnée. Elle était bien épaisse, pleine de documents. Je me suis demandé tout ce qu'elle savait déjà sur nous. J'ai jeté un œil vers l'escalier, mais Vanessa avait disparu. Le salon semblait plus petit que d'habitude. Les photos de famille accrochées au mur me paraissaient maintenant étrangères. Je sais que ça peut être difficile, a commencé Madame Patel d'une voix douce mais ferme. Mais je dois vous poser quelques questions sur votre vie à la maison. Mon cœur battait fort contre ma côte fracturée. Chaque pulsation me faisait grimacer.
Le canapé me semblait trop mou. Je m'enfonçais dedans en tentant de me redresser. « Qu'est-ce que ma sœur vous a raconté ?» ai-je demandé, un peu trop brusquement. Je triturais nerveusement un fil qui dépassait de mon jean. Madame Patel a haussé légèrement un sourcil, ses yeux sombres me fixant avec attention. « Je préfère entendre votre version en premier, sans supposer ce que les autres ont pu dire. » Elle a cliqué sur son stylo et s'est tenue prête à noter sur sa tablette. J'ai pris une profonde inspiration, malgré la douleur aiguë dans mes côtes. Par où commencer? Le ronronnement de la climatisation remplissait le silence, rythmait mes pensées chaotiques. « Commençons par vos blessures », a-t-elle dit en désignant mon bras en écharpe et les bleus sous la manche de mon t-shirt. Les marques violettes sautaient aux yeux, une véritable carte de la colère de ma sœur. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. Les années d'abus, ma dernière hospitalisation, les vidéos que mes parents avaient retrouvées sur le téléphone de Vanessa, où elle riait après m'avoir piégé. Je lui ai montré mes ecchymoses en train de guérir, les rapports médicaux. Ma voix s'est enrouée à force de parler, et j'ai dû faire plusieurs pauses pour reprendre mes esprits. Madame Patel prenait des notes, posait parfois une question pour clarifier un point, mais le plus souvent, elle écoutait en silence, son stylo glissant doucement sur le papier. Ce son discret avait quelque chose d'apaisant, une preuve concrète que pour une fois, quelqu'un m'écoutait vraiment. « Votre sœur affirme que votre mère l'a frappée », dit-elle finalement en levant les yeux. Est-ce vrai? Son ton était neutre, mais je voyais bien qu'elle observait attentivement ma réaction. J'ai hoché la tête lentement, me souvenant de l'incident comme si c'était hier. La cuisine sentait bon le dîner en train de mijoter, de la vapeur s'échappait des casseroles. Après des années à me maltraiter, Vanessa s'en était prise à notre mère. Oui, maman avait fini par craquer et lui avait mis une gifle, mais seulement après que Vanessa l'ait poussée violemment contre le plan de travail. Je me souviens du bruit du dos de ma mère heurtant le bord du comptoir, du regard incrédule qu'elles ont échangé. Madame Patel nota quelque chose sans changer d'expression. « Et vous vivez chez votre oncle, c'est bien ça ?» Son stylo attendait au-dessus du papier. « Je suis revenu hier », ai-je répondu. Dire ces mots m'a paru étrange. Ma chambre ne me semblait plus vraiment la mienne. Tout y était trop bien rangé, trop différent de l'état dans lequel je l'avais laissé. « Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici ?» La question resta suspendue un instant entre nous. Est-ce que je me sentais en sécurité? La maison était la même. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur, la même troisième marche qui grinçait. Mais tout semblait différent. Avant que je puisse répondre, on frappa à la porte d'entrée. Mon père ouvrit, sa voix résonnant dans le couloir. « Travis !» dit-il soulagé. « Entre !» Le bruit de la porte qui se referme fut suivi de pas lourds. Mon oncle Travis entra dans le salon, hochant la tête vers Madame Patel. « Je suis venu dès que j'ai eu ton message, Brandon. » Puis, s'adressant à Madame Patel, « Je suis l'oncle du garçon. Il vivait avec moi pendant sa convalescence. » Sa présence emplissait la pièce, rassurante et solide comme toujours. Madame Patel sembla satisfaite de son arrivée. « Peut-être pourriez-vous apporter un peu de contexte supplémentaire, monsieur ?» Elle tourna une nouvelle page de son carnet. « Travis Horvat. Et j'ai beaucoup à dire, » répondit-il. Il s'assit à côté de moi, et je me suis senti tout de suite plus calme. Le canapé s'enfonça légèrement sous son poids, et l'odeur familière de son après-rasage, pain et épices, me réconforta. Il confirma tout ce que j'avais dit, ajoutant des détails sur la prise de conscience progressive de mes parents et sur l'aggravation du comportement de Vanessa. Sa voix grave restait posée, même en évoquant les pires épisodes. « J'ai des messages de mon frère et de ma belle-sœur parlant des crises de Vanessa, » dit-il en sortant son téléphone, et des photos des dégâts à leur domicile. L'écran brillait pendant qu'il faisait défiler les images, de plus en plus troublantes. Madame Patel regardait attentivement, son visage se crispant légèrement en découvrant les photos de vaisselle brisée, de murs troués, des bras de ma mère couverts de bleu. « C'est assez accablant », murmura-t-elle, ses doigts parcourant rapidement les photos. Soudain, un bruit de porte claquée résonna à l'étage. Je sursautai instinctivement. Vanessa apparut en bas des escaliers, le visage rouge de colère. Ses cheveux étaient en bataille, comme si elle s'était tiré les mèches, et ses yeux brillaient de rage. « Vous mentez tous !» hurla-t-elle. « Ils m'ont maltraité. J'ai juste essayé de me défendre. » Des postillons s'échappèrent de sa bouche. Ses poings étaient serrés de frustration. Madame Patel se redressa, son attitude changeant subtilement. « Mademoiselle Horvat, je vais vous parler séparément, » déclara-t-elle avec fermeté, mais sans élever la voix. « Non, vous êtes en train de vous retourner contre moi. » Ses yeux croisèrent les miens, pleins d'une haine si intense que je me suis replié malgré moi. Mon estomac se noua sous la force de son regard. « C'est lui le préféré. Il a toujours eu le droit de tout faire pendant qu'on me punissait pour un rien. » Sa voix se brisa à la fin, remplie d'émotion. Mon père fit un pas en avant, sa voix basse et sévère. « Vanessa, ça suffit. » Il leva une main pour essayer de l'apaiser, mais cela n'eut pour effet que de l'énerver davantage. « Tais-toi !» hurla-t-elle en attrapant un cadre photo du mur et en le lançant dans sa direction. Le cadre tournoya dans l'air comme un frisbee dangereux. Papa se baissa juste à temps. Le cadre se fracassa contre le mur, éclats de verre se dispersant sur le sol. Ce bruit de verre brisé suspendit le moment. Les yeux de Madame Patel s'écarquillèrent. Elle se plaça immédiatement entre Vanessa et le reste de la pièce. « Mademoiselle Horvat, je vous demande de vous calmer immédiatement. » Sa voix était désormais ferme et autoritaire. Vanessa se figea, comme si elle se souvenait soudain de la raison de la présence de Madame Patel. Son expression changea du tout au tout. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle croisa les bras autour de son torse,
les épaules rentrées, l'air vulnérable. Voyez comme ils me font me sentir. J'ai peur en permanence. Sa voix était devenue un murmure tremblant. La mise en scène était si bonne que pendant un instant, j'ai failli y croire moi-même. Les larmes semblaient sincères. Sa lèvre inférieure tremblait avec justesse. Je pense qu'il vaut mieux reporter cette conversation, dit prudemment Madame Patel. Je vais parler à chaque membre de la famille séparément. Elle rassembla ses papiers avec des gestes précis et ordonnés, les glissant dans la chemise cartonnée. Mais au moment de partir, mon oncle sortit de nouveau son téléphone. En fait, il y a autre chose que vous devriez voir. Il lança une vidéo. Des cris stridents sortirent du haut-parleur. À l'écran, on voyait Vanessa dans la cuisine, hurlant sur maman, la bousculant violemment contre le comptoir. Ma mère levait les bras pour se protéger, reculait jusqu'à être coincée. Quand Vanessa s'élança de nouveau, maman leva la main par réflexe et la gifla. Ce n'était pas un coup fort, mais le claquement résonna dans le silence de la cuisine. Vanessa, en regardant la scène, pâlit d'un coup. « Où t'as trouvé ça ?» souffla-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent, toute trace de fragilité disparut. « Caméra de sécurité », répondit papa d'une voix calme. « Je les ai installées après l'hospitalisation de ton frère, pour la sécurité de tous. Il n'avait pas l'air satisfait d'avoir eu raison, juste triste. » Madame Patel, quant à elle, avait le regard dur en regardant la vidéo jusqu'au bout. « Je pense avoir vu assez pour aujourd'hui », déclara-t-elle en refermant son dossier d'un geste sec. Avant de partir, elle me prit à part. « Nous allons enquêter de manière approfondie. En attendant, tu as un endroit sûr où rester ?» Ses yeux étaient doux mais sérieux. On sentait qu'elle se souciait vraiment de moi. J'ai jeté un coup d'œil à mon oncle Travis, qui a hoché la tête. « Oui, j'en ai un. » Le soulagement dans le visage de Madame Patel était évident. Ce soir-là, j'ai refait mes valises, plié mes vêtements, rassemblé mes affaires de toilette. C'était devenu une routine trop familière. Vanessa s'était enfermée dans sa chambre. Elle avait refusé de sortir, même pour dîner. La maison était étrangement silencieuse pendant que je faisais des allers-retours entre ma chambre et la salle de bain. Tandis que mon oncle chargeait mes affaires dans sa camionnette, maman m'a serré fort dans ses bras. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré, la voix brisée, pour tout. Ses bras autour de moi étaient à la fois réconfortants et déroutants. Depuis combien de temps ne m'avait-elle pas serré ainsi ? « Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit, même si, au fond, une partie de moi se demandait pourquoi il n'avait pas vu la vérité plus tôt. Pourquoi il avait fallu une hospitalisation et l'intervention des services sociaux pour qu'il me croie enfin. Mon père m'a serré l'épaule, les yeux rougis. On va arranger ça, tout ça. Sa main était chaude, ferme, chargée d'une nouvelle détermination. En partant, j'ai regardé ma maison s'éloigner dans le rétroviseur. La lumière du porche brillait doucement dans le crépuscule, donnant à l'endroit une fausse impression de tranquillité. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le moteur de la camionnette grondait sous nous, faisant vibrer le siège. Mon oncle Travis a soupiré, les mains serrant le volant. Les services sociaux vont finir leur enquête. Tes parents demandent une thérapie familiale, et ils envisagent un placement en centre spécialisé pour Vanessa. Les lumières du tableau de bord éclairaient doucement son visage, révélant les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Un centre spécialisé ? Ai-je répété. L'idée qu'on l'envoie ailleurs me semblait à la fois rassurante et triste. C'est peut-être ce dont elle a besoin, de l'aide professionnelle, dans un cadre sécurisé. Sa voix était douce, mais déterminée, comme s'il essayait de se convaincre autant que moi. J'ai regardé par la fenêtre, tiraillé. Malgré tout, je ne détestais pas Vanessa. Je voulais juste que les violences s'arrêtent. Les lampadaires défilaient à intervalles réguliers, projetant des ombres passagères sur mon visage. Les jours suivants passèrent dans un flou d'entretien avec les services sociaux et de rendez-vous médicaux. Je suis retourné à l'école, essayant de me concentrer sur les cours et le foot malgré le chaos. Les couloirs familiers, les salles de classe, tout cela était une distraction bienvenue, même si je remarquais les regards et les chuchotements à mon passage. Coach Madison a été compréhensif. Il m'a réintégré progressivement aux entraînements. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le son des crampons sur le terrain avaient quelque chose de rassurant. « Problème de famille ?» m'a-t-il demandé, après avoir remarqué mon manque de concentration. Son visage marqué par les années dégageait de la bienveillance sous sa casquette, ses yeux plissés par le soleil de l'après-midi. « Ouais, c'est compliqué. » J'ai ajusté mon casque, fuyant son regard. Il a hoché la tête, l'air compréhensif. « La famille, c'est toujours compliqué. Mais n'oublie pas que t'en as une autre ici. » Il a désigné l'équipe sur le terrain, en train de s'entraîner. Les gars étaient couverts de sueur et de terre, riant et criant pendant les exercices. Leur soutien m'a tout simplement porté. Quand les rumeurs ont commencé à circuler sur mon absence, ils m'ont protégé. Ils ne connaissaient pas les détails, mais ils ont fait passer un message clair. Si quelqu'un s'en prenait à moi, il aurait affaire à eux. Une semaine après la visite de Madame Patel, mon oncle a reçu un appel de mon père. Vanessa avait fugué. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing pendant le dîner. J'ai laissé tomber ma fourchette dans mon assiette. Fugué ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On pense qu'elle est chez Malik, a répondu mon oncle, le front plissé. J'ai éclaté d'un rire amer. Après qu'il lui ait transmis une MST et l'ait trompé, sérieusement, ça paraissait absurde. Mais avec Vanessa, rien n'était jamais prévisible. Et pourtant, papa avait raison. 2 jours plus tard, la police a retrouvé Vanessa dans l'appartement de Malik.
D'après mes parents, elle refusait de rentrer. Elle hurlait qu'on était tous contre elle. Les agents ne pouvaient pas la forcer à revenir. À 17 ans, elle avait le droit, dans notre état, de choisir où vivre. Ce détail juridique, c'était comme une gifle. Après tout ce qu'on avait traversé, voilà le choix qu'elle faisait. Elle sait qu'elle peut rentrer, à condition d'accepter une thérapie et de respecter les règles de la maison, m'a dit mon père au téléphone. La voix lasse. Je l'imaginais, assis à la table de la cuisine, les épaules affaissées, se frottant le front comme à chaque fois qu'il était stressé. Et si elle refuse, un silence. Son soupir voulait tout dire. Le grésillement de la ligne téléphonique remplissait le vide. Aucun de nous ne savait quoi ajouter. La vie a repris son cours. J'ai partagé mon temps entre l'appartement de mon oncle et la maison de mes parents. Petit à petit, je passais plus de nuits chez moi. Il devenait clair que Vanessa ne reviendrait pas. La transition était étrange. Ma chambre semblait à la fois familière et étrangère. Les repas, désormais à 3, étaient plus calmes. Mes blessures ont guéri. La saison de foot s'est terminée. Les fêtes approchaient. Les jours raccourcissaient. Le froid s'installait. Les décorations de Noël apparaissaient peu à peu dans les fenêtres et les jardins. Et puis, 3 semaines avant Noël, Vanessa est réapparue, à l'école. J'étais à mon casier entre 2 cours quand j'ai senti un regard insistant. Les poils de ma nuque se sont dressés. Le couloir, d'ordinaire bruyant, m'a soudain semblé trop silencieux. Je me suis retourné. Elle était là, plus maigre que dans mon souvenir. Des cernes sombres sous les yeux. Ses vêtements pendaient sur elle. Ses cheveux, autrefois parfaits, étaient attachés à la va-vite en queue de cheval. « Salut !» a-t-elle murmuré, à peine audible. Les élèves nous contournaient, sans prêter attention à la tension entre nous. Je me suis tendu. Mon regard a balayé le couloir. Était-ce un piège? Encore? Je cherchais des visages inconnus, des regards trop insistants. Qu'est-ce que tu veux? Ma voix a été plus sèche que je ne l'aurais voulu. On peut parler? Juste 1 minute? Elle serrait ses livres contre elle, comme un bouclier. Contre toute logique, je l'ai suivie jusqu'à une salle vide. L'air sentait la craie et la sueur d'ado. Les bureaux étaient alignés face au tableau blanc. J'ai laissé la porte ouverte et me suis placé près de la sortie. Vanessa l'a remarqué. « Tu crois que je vais t'agresser ou quoi ?» tenta-t-elle de plaisanter. Son sourire ne parvint pas à ses yeux. Ce ne serait pas la première fois. Je croisai les bras, adossé à l'encadrement. Elle baissa les yeux. Je suppose que je l'ai bien mérité. Ses doigts dessinaient des cercles invisibles sur la table à côté d'elle. Le silence nous a engloutis un moment. Puis elle reprit. Malik m'a mise à la porte. Il est retourné avec Jasmine. Pour de bon, cette fois. Elle avait du mal à l'admettre. L'humiliation était visible dans ses yeux. Je ne savais pas quoi répondre. Je te l'avais dit, me paraissait trop cruel, même après tout ce qu'elle m'avait fait. L'horloge murale semblait résonner plus fort encore dans le silence qui s'était installé entre nous. Je dors chez des amis, mais... Elle laissa sa phrase en suspens, baissant les yeux vers ses baskets usées. Je veux rentrer à la maison. La vulnérabilité dans sa voix me prit de court. C'est entre toi, maman et papa, répondis-je en me décalant légèrement, mal à l'aise face à sa soudaine franchise. Ils ont dit que je devais suivre une thérapie, et aussi aller dans un centre après le nouvel an. Sa voix se durcit. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas besoin d'être enfermé. L'instant de fragilité venait de disparaître, remplacé par son habituel ton de défense. Ce n'est pas une prison, Vanessa. C'est un traitement. Je tirai nerveusement sur un fil de ma manche. Peu importe, lança-t-elle en croisant les bras. Ils ont aussi dit que je devais m'excuser auprès de toi. Alors, désolé, j'imagine. Les mots sortirent de sa bouche plat, sans conviction. Quelque chose s'est brisé en moi. Oh, tu imagines? Après des années à me frapper, après avoir envoyé 2 types me mettre à l'hôpital, c'est tout ce que t'as à dire? La colère monta, refoulée depuis trop longtemps. Les yeux de Vanessa s'enflammèrent. Tu veux que je me mette à genoux? Très bien. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Désolé d'avoir été jalouse parce que tout le monde t'aimait plus que moi. Désolé d'être aussi paumé que je ne sais pas gérer mes émotions autrement qu'en frappant. J'étais sans voix. Pour la première fois, je vis quelque chose de vrai derrière sa colère. De la douleur, de la confusion, de l'insécurité. Elle respirait fort, submergée par l'émotion. Et un instant, elle avait l'air plus jeune, plus fragile. Je n'ai jamais voulu qu'il m'aime plus, soufflai-je, vidé de toute colère, remplacé par une tristesse lourde. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font toujours, dit-elle en s'essuyant les yeux, furieuse contre elle-même. Et maintenant, ils veulent m'envoyer ailleurs parce qu'ils ne veulent plus s'occuper de moi. Une larme coula malgré elle, traçant un sillon sur sa joue. Ce n'est pas vrai. Ils veulent t'aider. Je fis un pas vers elle, puis m'arrêtai, incertain. Elle éclata d'un rire amer. Ah oui? En m'abandonnant, c'est ça? La sonnerie annonça le début du prochain cours. Des élèves commencèrent à remplir le couloir, leurs voix et leurs pas couvrant notre échange. « Réfléchis à ce que j'ai dit », murmura Vanessa en me bousculant légèrement pour sortir. « Dis à maman et papa que je ferai leur fichue thérapie, si ça veut dire que je peux rentrer pour Noël. » Son épaule frôla la mienne en passant, et un parfum familier m'effleura. Vanille et fleurs. Ce soir-là, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Ils échangèrent un regard inquiet au-dessus de la table. La vapeur montait de nos assiettes, embuant les verres posés à côté. « On essaie de la joindre depuis des jours », dit maman en tournant nerveusement son alliance. Son téléphone est éteint. La lumière au-dessus de la table fit briller la bague en argent. « Tu crois qu'elle est sincère? Pour la thérapie ?» demandai-je en jouant avec mes petits pois, l'appétit coupé. Papa passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. On a déjà entendu des promesses,
Les rides sur son front semblaient plus profondes que d'habitude. Il paraissait vieilli. Le centre a bonne réputation, ajouta maman rapidement. 3 mois minimum. Ils sont spécialisés dans la gestion de la colère et les traumatismes. Elle parlait vite, comme pour se convaincre elle-même. Je poussais des morceaux de pâte dans mon assiette. Elle croit que vous l'envoyez là-bas parce que vous ne voulez plus d'elle. Les mots pesaient lourds entre nous. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Ce n'est pas vrai. On l'aime. On ne sait juste plus comment l'aider. Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya discrètement avec sa serviette. Le lendemain, Vanessa m'envoya un texto. « Tu peux me récupérer après les cours ? J'ai besoin de prendre des affaires à la maison. » Le message s'afficha pendant mon cours d'histoire. Mon téléphone vibrait contre ma jambe. Je le lus discrètement sous la table. Mon cœur s'emballa. Je le montrai à mon oncle Travis. Il fronça les sourcils. « Je n'aime pas ça. Ça pourrait être un nouveau piège. » Il était en train de préparer le dîner quand je suis rentré. La cuisine embaumait l'oignon et l'ail. « Je ne pense pas. Elle avait l'air différente hier, » dis-je en m'adossant au plan de travail, le regardant couper les légumes avec précision. « Différente comment ?» Il s'arrêta de couper et me regarda. Je sais pas, battu, fatigué, je haussai les épaules, incapable d'exprimer ce que j'avais ressenti. Il réfléchit un moment. « Je viens avec toi, par précaution. » Il posa le couteau, s'essuya les mains. Décision prise. On attendit dans le parking de l'école cet après-midi-là. Le chauffage tournait à fond, luttant contre le froid de décembre. Les vitres commençaient à s'embuer. Vanessa sortit seule du bâtiment, visiblement surprise de voir mon oncle côté passager. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demanda-t-elle en montant à l'arrière. Son sac à dos s'écrasa sur le siège. « Soutien moral », répondis-je en quittant la place. Les pneus crissèrent sur l'asphalte couvert de sel alors qu'on se mêlait à la file des voitures. Le trajet se fit dans un silence tendu. À la maison, Vanessa monta directement. Mon oncle et moi sommes restés dans la cuisine. On entendait ses pas à l'étage, les tiroirs s'ouvrant, se fermant. La maison semblait retenir son souffle. 20 minutes plus tard, elle descendit avec un gros sac de sport. Je prends juste des fringues et quelques affaires. Je dors chez Skyler ce soir. Le sac était plein à craquer, les coutures tendues. « Tes parents savent que tu es venu ?» demanda mon oncle, bras croisés mais calme. J'ai envoyé un texto à maman. Elle est au travail. Elle changea le sac d'épaule. Les clés tintaient dans sa poche. Au moment où elle tourna les talons, un petit flacon orange tomba de son sac. Il roula jusqu'à moi. Je le ramassai avant qu'elle ne l'attrape. « C'est quoi ça ?» demandai-je en lisant l'étiquette. Le nom sur le flacon n'était pas le sien. C'était les antidouleurs de papa, prescrits après son opération du dos. Mon estomac se serra. Vanessa se jeta sur le flacon. « Rends-le, ce n'est pas ce que tu crois. » Son visage vira au rouge. La panique remplaçait son assurance habituelle. Mon oncle s'interposa. « Alors, c'est quoi, Vanessa ?» Sa voix était calme, ferme, sans appel. Le visage de Vanessa s'effondra. « J'ai besoin d'un truc pour dormir. Je fais des cauchemars. » L'aveu lui coûta visiblement. Ses épaules s'affaissèrent. « Ce ne sont pas des somnifères, dis-je, et ce ne sont pas à toi. » Je mis le flacon dans ma poche. « Très bien, garde-les, » cria-t-elle, les larmes coulant librement. « De toute façon, tu m'as déjà tout pris. » Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. La maison sembla trembler sous l'impact. À travers la fenêtre, je la regardais s'éloigner dans la rue, les épaules affaissées, s'essuyant le visage avec colère. Le soleil d'hiver se couchait déjà, projetant de longues ombres sur la pelouse recouverte d'une fine couche de neige. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Les mots de Vanessa tournaient en boucle dans ma tête. « Tu m'as déjà tout pris de toute façon. » L'avais-je vraiment fait ? Tout ce que j'avais fait, c'était me défendre, dire la vérité après des années d'abus. Pourquoi cela faisait-il de moi le méchant, à ses yeux ? Je fixais le plafond, observant de temps à autre les phares des voitures glisser sur les murs. Le lendemain matin, maman appela. Vanessa était rentrée tard dans la nuit, demandant à parler. Ils avaient discuté pendant des heures, et pour la première fois, Vanessa s'était ouverte. Elle avait parlé de ses sentiments, de sa jalousie, de sa colère, de sa peur d'être abandonnée. La table de la cuisine s'était transformée en confessionnal, les mouchoirs s'entassant au fur et à mesure que les murs tombaient. Elle a accepté de commencer une thérapie tout de suite, dit maman, avec un espoir timide dans la voix. Pas seulement le programme résidentiel, elle a un premier rendez-vous avec le Dr Bailey demain. Je percevais dans sa voix une prudente note d'optimisme, tempérée par des années de déception. C'est bien, dis-je prudemment. Tu crois qu'elle est sincère ? J'étais assis au bord du lit d'amis chez mon oncle Travis, les pieds nus contre le sol froid. J'en ai envie. Il y eut un silence, rempli de doutes non dits. Cette fois, ça semble différent. Moi aussi, je voulais y croire. Mais mon expérience avec Vanessa m'avait appris à me méfier de ses revirements. Le flacon de médicaments posé sur ma table de nuit me rappelait jusqu'où elle était allée. Au cours de la semaine suivante, Vanessa assista à 3 séances avec le Dr Bailey. D'après mes parents, elle participait activement, faisait les exercices que la thérapeute lui confiait. Elle restait à la maison tous les soirs, aidait aux tâches ménagères sans qu'on lui demande, et n'avait pas eu un seul accès de colère. La maison était paisible, d'une manière qu'on n'avait plus connue depuis longtemps. On dirait une autre personne, me dit papa lorsqu'il vint me chercher pour dîner. C'était notre premier repas en famille depuis longtemps. Ses yeux étaient plus clairs, les rides d'inquiétude moins marquées. J'étais nerveux en voyant notre maison approcher. T'es sûr que c'est une bonne idée ? La maison avait la même apparence qu'avant. Mais le simple fait de savoir que Vanessa était à l'intérieur changeait tout.
Le docteur Bailey pense que c'est important pour le processus de guérison, répondit papa. Mais si tu ne te sens pas prêt, on peut remettre ça. Il coupa le moteur sans bouger, attendant mon choix. Non, ça va, je veux que ça s'arrange. Et c'était vrai, même si une boule d'angoisse me nouait l'estomac. À l'intérieur, maman mettait la table, tandis que Vanessa remuait une casserole sur le feu. Cette scène domestique familière paraissait irréelle après tout ce qu'on avait vécu. Elle leva les yeux à notre arrivée, esquissant un petit sourire hésitant. Ses cheveux étaient coiffés simplement, elle portait un pull sobre, loin de son style noir habituel. « Salut », dit-elle doucement. La cuillère en bois dans sa main laissa tomber un peu de sauce sur la plaque. « Salut », répondis-je, tout aussi prudent. L'air semblait chargé d'émotions contenues. Le dîner fut maladroit mais courtois. On se limita à des sujets neutres. L'école, les fêtes qui approchaient, la nouvelle copine de l'oncle Travis. Personne ne parla de thérapie, ni de services sociaux, ni du passé. Les tintements de couverts remplissaient les silences. Après le repas, pendant que papa et moi débarrassions la table, Vanessa s'approcha. « On peut parler en privé ?» Sa voix était presque timide. Je regardais papa, qui me fit un signe encourageant. J'acceptai et la suivis au salon. Je restais sur mes gardes, mais la curiosité l'emportait. Vanessa s'assit sur le canapé, jouant avec la manche de son pull. Le docteur Bailey dit que je dois réparer mes torts. Pas juste m'excuser, mais reconnaître ce que j'ai fait et l'impact que ça a eu sur toi. Elle tordait le tissu entre ses doigts sans me regarder. Je m'assis en face d'elle. La table basse entre nous semblait à la fois une barrière et un terrain neutre. « J'ai été horrible avec toi », dit-elle, la voix tremblante. « Pendant des années, je t'ai frappé, je t'ai humilié, j'ai envoyé des types te blesser, et j'ai menti sur tout ça. » Elle leva les yeux, croisa mon regard. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point c'était mal, et que j'essaie de changer. » Ses mains tremblaient légèrement. Il y avait une sincérité désarmante dans sa voix. Pour une fois, ça sonnait vrai. « Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi tu as fait tout ça ?» Cette question me hantait depuis des années. Elle inspira profondément. Le docteur Bailey m'aide à comprendre. En partie, c'était de la jalousie. Tu réussissais toujours. À l'école, au sport, tu te faisais des amis facilement. Les gens t'aimaient tout de suite. Elle serra sa manche encore plus fort. Moi, j'avais l'impression de devoir faire 2 fois plus pour la moitié de l'attention. Chaque mot semblait lui coûter. « Ce n'est pas vrai, commençai-je. Pour moi, si, me coupa-t-elle. Et au lieu de gérer mes sentiments, je les ai déversés sur toi, parce que tu étais là. Et parce que je le pouvais. » Sa voix se brisa. C'était brut. Douleur à vif. On parla presque 1 heure. Pour de vrai. Peut-être pour la première fois. De notre enfance. De nos parents. De nos insécurités. Ce n'était pas magique. Des années de souffrance ne s'effacent pas en une conversation. Mais c'était un vrai pas en avant. Le mur entre nous ne s'était pas écroulé. Mais une fenêtre venait de s'ouvrir. À l'approche de Noël, Vanessa poursuivit la thérapie. Je passais de plus en plus de temps à la maison, même si je gardais une certaine distance. Le programme résidentiel devait commencer le 2 janvier. Vanessa semblait résignée. Elle avait même admis que ça pouvait l'aider. La maison recommençait à ressembler à un foyer. Les décorations familières, l'odeur des biscuits de Noël de maman. Et puis, 2 jours avant Noël, tout s'est écroulé à nouveau. Je revenais de courses de dernière minute. Il y avait des voitures de police dans l'allée. Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la neige, donnant au décor un aspect irréel. Mon cœur s'emballa. Je courus à l'intérieur. Maman était effondrée sur le canapé. Un agent prenait des notes. Les sacs de shopping dans mes mains paraissaient soudain absurdes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» criai-je. « Où est papa ? Où est Vanessa ?» La panique rendait ma voix aiguë. Maman leva les yeux. Son visage était ravagé de larmes. « Ton père est à l'hôpital. Vanessa, elle a pris sa voiture. Elle avait bu. Il y a eu un accident. » Chaque phrase sortait entre 2 sanglots, ses mains tremblantes agrippant un mouchoir. Le sol se déroba sous mes pieds. « Est-ce qu'elle va bien ? Et papa ?» La pièce me sembla trop chaude, trop étroite. Les lumières du sapin se brouillaient devant mes yeux. « Ton père va bien ?» expliqua l'agent. Quelques coupures en la sortant de la voiture. « Ta sœur est au bloc. » Elle n'avait pas mis sa ceinture. Sa voix était professionnelle mais compatissante. Il avait l'habitude d'annoncer ce genre de nouvelles. Les heures suivantes passèrent dans un flou. L'oncle Travis nous emmena à l'hôpital. Papa nous attendait dans la salle d'attente, les mains et le visage bandés. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital se mêlait à l'odeur métallique du sang encore imprégné dans les vêtements de papa. Je la suivais, expliqua-t-il d'une voix vide. Je l'ai vue prendre mes clés. Elle était bouleversée, mais ne voulait pas dire pourquoi. J'ai pris la voiture de ta mère pour la suivre, mais je n'ai pas pu la rattraper à temps. Il s'interrompit, fixant ses mains bandées. Les bandes blanches étaient tachées de rouge par endroits. Nous avons attendu des heures, sursautant à chaque apparition d'un médecin. L'horloge de la salle d'attente semblait ralentir le temps. Chaque minute s'étirait à l'infini. Enfin, un chirurgien s'approcha, encore vêtu de sa tenue bleue tachée de sang, son masque pendant autour du cou. « Elle est stabilisée », annonça-t-il. Fractures multiples, hémorragies internes, commotion. Mais elle est jeune et solide. Avec du temps et de la rééducation, elle devrait s'en remettre. Un immense soulagement nous envahit. Malgré tout, l'idée de perdre Vanessa était insupportable. On nous a permis de la voir quelques instants en salle de réveil. Elle semblait minuscule, brisée, au milieu des tubes et des moniteurs. Rien à voir avec la tornade humaine qui m'avait terrifié pendant des années.
Son visage était tuméfié, son bras plâtré, sa respiration assistée par une machine. Je suis resté au pied de son lit, à la regarder respirer, partagée entre la colère et la compassion. En sortant de l'unité de soins intensifs, un policier nous a arrêtés. « Monsieur et Madame Horvat, nous avons trouvé ceci sur votre fille. » Il tendit à papa un sachet en plastique contenant plusieurs flacons de médicaments, dont celui que j'avais surpris Vanessa en train de voler. Les contenants orange paraissaient criards sous la lumière crue des néons. Elle avait de l'alcool et des substances prescrites dans le sang, continua l'agent. Une fois remise, elle fera probablement face à des accusations de conduite en état d'ivresse, vol de médicaments et conduite sans permis. Son ton était factuel, mais ses yeux reflétaient une certaine compassion. Des accusations, s'écria maman. Mais elle a besoin d'aide, pas de punition. Des infirmières se retournèrent à cause de sa voix. Le policier hocha simplement la tête. Ce sera au tribunal d'en décider, madame. Lorsqu'il s'éloigna, papa se tourna vers moi. Tu étais au courant pour les cacher. Ses yeux étaient cernés, marqués par l'épuisement. J'ai hoché la tête à contre-cœur. Je l'ai surprise en train de prendre les tiens, la dernière fois. Tonton Travis était là. Il te l'a dit. La culpabilité me rongeait, même si je savais que ce n'était pas ma faute. Oui, il m'a tout dit. Papa ferma brièvement les yeux. Le médecin pense qu'elle en abuse depuis des mois. Ça explique beaucoup de choses. Cette révélation éclairait son comportement sous un nouveau jour. Les sautes d'humeur, l'agressivité, les phases d'amélioration suivies de rechutes. Quelle part venait d'elle? Quelle part venait des substances? Noël passa dans la salle d'attente. Le personnel avait décoré le poste des infirmières avec un petit sapin dont les lumières colorées semblaient presque déplacées dans cette ambiance pesante. Vanessa resta sous sédation pendant plusieurs jours. Son corps était trop affaibli pour supporter la conscience. Lorsqu'elle se réveilla enfin, le 27 décembre, elle était désorientée, souffrante et confrontée à un avenir bien plus complexe qu'avant. Je lui rendis visite seule, le lendemain. Elle était redressée dans son lit, la jambe droite plâtrée, des bandages couvrant une bonne partie de sa peau. La chambre était silencieuse, à part les bips des moniteurs et les pas feutrés des soignants dans le couloir. Elle détourna le regard en me voyant entrer. « Salut !» dis-je en posant un petit sac cadeau sur la table de chevet. Cadeau de Noël en retard. Le papier froissa doucement alors que je le déposais. Elle le fixa avec méfiance. « Pourquoi tu m'offrirais quelque chose ?» Sa voix était rauque, encore marquée par le tube respiratoire retiré la veille. « Parce que tu es ma sœur. » Je m'assis sur la chaise du visiteur. « Et parce que je pensais que tu aurais besoin de quelque chose pour t'occuper ici. » La chaise grinça légèrement sous mon poids. Curieuse, elle tendit la main vers le sac, grimaçant à cause de la douleur, et en sortit un carnet à dessin et un set de crayons. Le bruit des pages neuves qui se tournaient était apaisant. « Tu dessinais tout le temps quand on était petit, » lui rappelai-je. « Tu te souviens de tes BD sur la famille de super-héros? Un souvenir d'avant que tout dérape, quand on était encore juste frères et sœurs, pas ennemis. » Un sourire fantôme traversa son visage. Les indestructibles m'ont complètement volé mon idée. Pendant un bref instant, elle ressemblait à la sœur de mon enfance. On resta assis là, en silence, mais un silence apaisé. Puis elle parla. « J'ai vraiment tout gâché, hein ?» Ses doigts caressèrent le bord du carnet, suivant la spirale. « Oui, répondis-je. Mais tu es encore là, c'est déjà quelque chose. » La lumière du jour passait à travers les stores, traçant des rayures sur les draps blancs. Elle tripotait le bord de sa couverture. « Ils vont m'envoyer en cure après l'hôpital. Ensuite sûrement dans le centre résidentiel. À moins que je finisse en centre pour mineurs. » Sa voix était plate, résignée. « Un jour à la fois, dis-je. » Une phrase que tonton Travis disait souvent. Et à cet instant, elle avait du sens. Vanessa leva les yeux vers moi, les larmes au bord des paupières. « Pourquoi tu es gentil avec moi, après tout ce que je t'ai fait ?» Une larme roula sur sa joue couverte de bleu. Je pris le temps de réfléchir. Parce que garder cette colère en moi, ça me rendrait comme toi avant. Et je ne veux pas devenir cette personne. Cette vérité s'imposa à moi, claire, réelle. Vanessa hocha lentement la tête, comme si quelque chose se débloquait en elle. Moi non plus, je ne veux plus être cette personne. Sa voix était douce, mais résolue. En quittant l'hôpital ce jour-là, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. De l'espoir. Pas un optimisme naïf, mais un espoir sincère. Que la guérison était possible. Pour Vanessa, pour mes parents, pour moi. L'air d'hiver était vif et mordant. Je respirais profondément. Le chemin serait long, difficile, avec des rechutes. Des moments où les vieux schémas voudraient revenir. Mais je croyais qu'on pouvait s'en sortir. Pas revenir à ce qu'on était, mais avancer vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Mon oncle Travis m'attendait sur le parking. « Alors ?» demanda-t-il en s'appuyant sur sa camionnette, la buée s'échappant de sa bouche. Je pris une grande inspiration. Ça s'est bien passé, je crois. Je crois qu'on va s'en sortir. Et en le disant, je le pensais vraiment. Il hocha la tête, les yeux plissés d'un sourire sincère. « Un jour à la fois, gamin. » Il me tapa l'épaule. Sa main était chaude, rassurante. Les semaines suivantes passèrent en un mélange de visites à l'hôpital et de rendez-vous juridiques. La récupération physique de Vanessa était lente, mais régulière. Le côté émotionnel, lui, restait complexe. Je partageais mon temps entre les cours, les entraînements de foot et mes visites à l'hôpital. Parfois, on parlait. D'autres fois, je restais assis, silencieux, pendant qu'elle dessinait dans le carnet que je lui avais offert. Ses premiers croquis étaient sombres, chaotiques, pleins de lignes brisées et de figures effrayantes. Mais au fil des semaines, ils devinrent plus structurés.
parfois même paisible. La thérapie par l'art aide à traiter les traumatismes, m'a dit Vanessa un après-midi, en nombrant un portrait étonnamment détaillé de notre famille. Elle nous avait dessiné tous les 4 sur le perron de la maison. Maman, papa, elle et moi, pas comme nous étions, mais comme nous pourrions être un jour. Le crayon glissait doucement sur le papier, produisant un bruit apaisant. J'enviais ses façades en février. Vanessa sortit de l'hôpital mais fut immédiatement transférée dans un centre de désintoxication. Le juge s'était montré étonnamment clément compte tenu des circonstances. Cure obligatoire et suivi thérapeutique au lieu d'un centre pour mineurs, à condition qu'elle termine le programme résidentiel par la suite. « Tu t'en sors bien », lui ai-je dit lors de ma première visite au centre. L'endroit ressemblait plus à une résidence étudiante qu'à un hôpital. « Je sais », murmura-t-elle. L'avocat de papa a fait un super boulot. Elle avait déjà meilleure mine. Le regard hanté qu'elle portait s'était adouci. Pendant ce temps, les choses changeaient aussi à la maison. Maman et papa avaient commencé une thérapie de couple, admettant que des années à ignorer le comportement de Vanessa avaient endommagé leur relation. Ils avaient repris l'habitude de marcher sur des œufs, de faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'était plus le cas depuis longtemps. « On aurait dû te protéger », m'a confié maman un soir, les yeux humides. Je ne me le pardonnerai jamais. On était assis à la table de la cuisine, chacun avec une tasse de chocolat chaud entre les mains. « Je vais bien maintenant », lui ai-je assuré, même si on savait tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Certaines blessures prennent plus de temps à guérir que d'autres. Les cicatrices, physiques comme émotionnelles, resteraient là. En mars, je passais la plupart de mes nuits à la maison. Ma chambre me ressemblait à nouveau, un endroit sûr plutôt qu'un simple lieu pour dormir. J'avais décroché quelques vieux posters et accroché de nouveau. De petits changements, mais importants. L'air du printemps, chargé d'odeurs de renouveau, passait par ma fenêtre entr'ouverte. Vanessa termina sa cure début avril, juste au moment où le monde reprenait vie. Le plan était qu'elle rentre 2 semaines à la maison avant d'intégrer le centre résidentiel, une période d'essai pour voir comment on s'en sortirait tous sous le même toit. Le jour de son retour, j'étais un vrai paquet de nerfs. Je regardais mon téléphone sans arrêt pendant les cours, m'attendant à chaque instant à recevoir un message catastrophe de maman. Mais le seul texto que je reçus fut « Vanessa est rentrée, elle se repose. À tout à l'heure après l'entraînement. » Un message simple, à la fois rassurant et angoissant. En rentrant chez moi cet après-midi-là, tout était silencieux, trop silencieux. Les sons et les odeurs familiers étaient là. La bougie préférée de maman allumée dans le salon, le bourdonnement du frigo. Mais quelque chose avait changé. « Maman ?» appelai-je en laissant tomber mon sac près de l'escalier. « Papa ? Dans la cuisine ?» répondit maman. Sa voix paraissait normale, ce qui, étrangement, me surprit encore plus. Je les trouvais assis à la table, jouant au Uno avec Vanessa. Oui, Uno. Les cartes colorées étaient étalées sur la table, et papa riait d'une remarque de maman. Ils levèrent les yeux à mon arrivée. Personne ne parla tout de suite. L'instant semblait suspendu, fragile comme du verre. Vanessa avait changé. Elle semblait plus en forme. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval soignée. Elle portait un simple t-shirt et un jean, pas sa tenue noire habituelle. Elle avait repris du poids. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, mais surtout quelque chose en elle s'était apaisé. La tension constante dans ses épaules avait disparu. Son regard était clair. La 4e nuit, je fus réveillé par des pleurs, des sanglots étouffés venant de sa chambre. Le réveil digital affichait 2h17. Les chiffres rouges projetaient une faible lueur dans la pièce. Je restais allongé, incertain. L'ancien moi serait resté là, paralysé par la peur d'envenimer la situation. Mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Je me levai et traversai le couloir. Le parquet était froid sous mes pieds nus. Je frappai doucement à sa porte. « Vanessa, ça va ?» Ma voix semblait forte dans le silence de la maison. Les pleurs s'arrêtèrent net. « Ça va ?» répondit-elle après un moment. Sa voix était épaisse de larmes malgré ce qu'elle disait. J'aurais pu m'en contenter. Une partie de moi en avait envie. Mais au lieu de ça, je dis « Je peux entrer ?» Ma main reposait sur la poignée. J'attendis. « Si tu veux » répondit-elle hésitante, à peine audible. J'ouvris la porte. Elle était assise en tailleur sur son lit, s'essuyant les yeux à la hâte. Son carnet à dessin était ouvert à côté d'elle, affichant une image de 2 enfants, un garçon et une fille, se tenant la main. La veilleuse dans un coin diffusait une lumière douce. Des ombres dansaient sur les murs. « Mauvais rêve ?» demandai-je en restant sur le pas de la porte. La moquette étouffait mes pas pendant que j'entrais. Elle hocha la tête. « À propos de l'accident, je revois sans arrêt le visage de papa quand il m'a sorti de la voiture. Il avait tellement peur. Ses doigts agrippèrent la couverture, les jointures blanches de tension. Je m'assis doucement au bord du lit. Le matelas s'enfonça sous mon poids. C'est normal. Il avait peur. Nous tous, on avait peur. Le souvenir de cette nuit était encore vif. Les gyrophares, les larmes de maman, les heures d'attente à l'hôpital. Je ne voulais pas foncer dans cet arbre, dit-elle. J'étais juste en colère. Et avec les cachets, tout était flou. Je ne voyais plus clair. Ces mots jaillirent, comme retenus depuis des semaines. Je sais, l'interrompis-je doucement. Personne ne pense que tu l'as fait exprès. J'hésitais, puis posai ma main sur son épaule. Elle ne se dégagea pas. Elle tira sur un fil de la couverture. Le docteur Bailey dit que je dois faire la paix avec mes erreurs, que je ne peux pas changer le passé, mais que je peux choisir ce que je fais maintenant. Elle enroula le fil autour de son doigt, distraitement. Ça me semble être un bon conseil. La nuit était paisible autour de nous. La maison craquait doucement.
comme si elle respirait. Oui, dit-elle en me regardant. Ses yeux étaient rouges, mais clairs. J'essaie. C'est juste... difficile parfois. Une voiture passa dans la rue. Les phares illuminèrent brièvement la pièce. Je hochai la tête, comprenant parfaitement. Je sais, mais maintenant, tu n'es plus toute seule. Et pour la première fois depuis des années, je crus vraiment que ça irait. Pas parfait, pas comme avant, mais bien. Le chemin serait long, mais au moins, cette fois, on le parcourait ensemble.